Paris, 8 octobre 2025, 14h30. Sous les moulures dorées du salon présidentiel de l'Élysée, Emmanuel Macron apposait d'un geste assuré au moyen de son stylo Montblanc sa signature sur ce qui allait s'avérer être l'acte le plus périlleux et le plus irréversible de son second mandat. En réinstallant Sébastien Lecornu à Matignon pour la seconde fois, il pensait jouer une carte stratégique. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il venait dans une élégance presque théâtrale d'entériner la fin silencieuse mais radicale de sa propre autorité présidentielle. Lecornu, 40 ans depuis 3 semaines, se tenait debout face au bureau présidentiel historique. Le visage impassible, les mains croisées derrière le dos. 18 mois plus tôt, il avait quitté Matignon dans le fracas assourdissant des révélations explosives sur la corruption présidentielle qui avaient ébranlé toute la République. Aujourd'hui, il y retournait triomphalement, mais ce n'était absolument plus le même homme. Les épreuves politiques terribles qu'il avait traversées l'avaient transformé profondément endurci et surtout complètement libéré de toute loyauté aveugle envers Emmanuel Macron. Sébastien dit Macron en levant lentement les yeux du décret officiel qu'il venait de parapher. « J'espère sincèrement que nous pourrons repartir sur des bases complètement nouvelles et saines. Le passé, c'est définitivement le passé. Il faut tourner la page. » Lecornu sourit, mais son sourire était radicalement différent de celui d'avant, plus froid, plus calculateur, plus dangereux. « Bien sûr, monsieur le président, le passé, c'est effectivement le passé. » Macron ne remarqua pas l'ironie subtile mais venimeuse dans la voix posée de son nouveau Premier ministre. Il était beaucoup trop préoccupé et stressé par la crise politique majeure qui secouait violemment la France depuis des mois interminables. Les manifestations quotidiennes dans toutes les grandes villes, sa chute vertigineuse de popularité dans tous les sondages, l'opposition parlementaire qui réclamait unanimement sa démission immédiate. Il avait désespérément, viscéralement besoin de Lecornu, le seul homme politique français capable de rassurer simultanément la droite traditionnelle et le centre modéré. Ce que Macron ne savait absolument pas, c'est que Lecornu avait passé ses 18 derniers mois d'exil politique forcé à préparer méticuleusement, obsessionnellement sa revanche personnelle. Il avait étudié systématiquement chaque faiblesse structurelle du système Macron, identifié minutieusement chaque point de vulnérabilité institutionnelle, tissé patiemment des alliances secrètes dans tous les milieux politiques médiatiques et financiers. Et maintenant, par un retournement ironique du destin Macron, venait de lui donner spontanément les clés dorées du royaume républicain. Monsieur le Président, dit Lecornu en se dirigeant d'un pas mesuré vers la porte capitonnée du bureau, « J'aurais absolument besoin d'une carte blanche totale pour former mon gouvernement, selon mes propres critères. » Bien entendu, répondit immédiatement Macron, visiblement soulagé par cette nomination qui résolvait ses problèmes immédiats. « Vous avez ma confiance la plus totale et mon soutien indéfectible. Parfait. » Un sourire imperceptible aux lèvres. « Votre confiance totale. Nous verrons bien ce qu'elle vaut en vrai. » Dans les couloirs feutrés de l'Élysée, les conseillers présidentiels s'agitaient déjà nerveusement autour de cette nomination surprise. La décision de rappeler Lecornu était un pari politique extrêmement risqué. Il le savait parfaitement. Mais Macron n'avait objectivement plus aucun autre choix viable. La France était devenue totalement ingouvernable avec les grèves permanentes et Lecornu était désormais le seul homme politique à avoir l'autorité morale et l'expérience technique nécessaires pour restaurer un semblant d'ordre républicain. Monsieur le Président avait dit avec inquiétude Alexis Kohler quelques heures plus tôt dans ce même bureau. « Êtes-vous absolument certain que Lecornu soit le bon choix stratégique après tout ce qui s'est passé entre vous après ces révélations publiques ?» Justement, Alexis avait répondu Macron avec l'assurance retrouvée de celui qui croit tenir la solution miracle. « Lecornu connaît parfaitement tous mes secrets les plus compromettants, précisément pour cette raison. Il ne prendra jamais le risque insensé de les révéler une seconde fois. C'est notre assurance mutuelle, notre équilibre de la terreur. Il ne peut plus me trahir sans se détruire lui-même. » Kohler n'avait pas osé insister davantage, mais il gardait un très mauvais pressentiment viscéral. Il connaissait personnellement Lecornu depuis plus de 15 ans dans les cercles politiques parisiens, et il savait parfaitement que l'ancien Premier ministre n'était absolument pas le genre d'homme à oublier facilement une trahison personnelle,
surtout une trahison aussi publique et humiliante. Le soir même de sa nomination, Lecornu s'installait cérémonieusement dans ses anciens bureaux prestigieux de Matignon rue de Varennes. Rien n'avait matériellement changé depuis son départ forcé. Les mêmes meubles d'époque soigneusement cirés, les mêmes tableaux de maître accrochés aux murs lambrissés, la même vue panoramique et apaisante sur les jardins à la française parfaitement entretenus. Mais lui avait changé radicalement, profondément, définitivement. Il convoqua immédiatement son ancien chef de cabinet, Pierre Dubois, qui avait été brutalement écarté de l'administration après les révélations explosives de 2024 et vivait depuis dans l'amertume d'un exil professionnel injuste. Pierre dit solennellement Lecornu quand l'homme entra dans le bureau directorial qu'il connaissait si bien. « J'espère sincèrement que vous avez précieusement gardé tous les dossiers sensibles que je vous avais explicitement demandé de conserver en sécurité. » Dubois sourit avec la satisfaction de celui qui a attendu longtemps ce moment de vérité. « Tout est religieusement là, monsieur le Premier ministre. Tous les documents compromettants, tous les enregistrements audio secrets, toutes les preuves accablantes. Tout est stocké en lieu sûr, classé, répertorié. Parfait. Cette fois, nous allons les utiliser de manière complètement différente, infiniment plus subtile. Comment cela, monsieur le Premier ministre? La première fois, j'ai révélé publiquement les secrets les plus noirs de Macron, par pure colère, par soif de vengeance immédiate. C'était une erreur tactique majeure. Cette fois, je vais les utiliser intelligemment pour le contrôler totalement, l'asservir progressivement. Le plan machiavélique de Lecornu était d'une simplicité diabolique et d'une efficacité redoutable. Au lieu de détruire publiquement Macron comme il l'avait fait brutalement en 2024 provoquant un chaos politique général, il allait cette fois maintenir le président en vie politiquement. Mais sous sa domination personnelle absolue et invisible, le président Macron deviendrait progressivement sa marionnette docile et lui tirerait discrètement toutes les ficelles du pouvoir réel depuis les bureaux feutrés de Matignon. Le lendemain matin, dès 8 heures, Lecornu commença méthodiquement à former son nouveau gouvernement. Mais contrairement aux attentes légitimes et aux habitudes constitutionnelles de l'Élysée, il ne consulta pas une seule fois Macron sur ses choix ministériels. Il nomma qui il voulait, quand il voulait, dans les fonctions qu'il voulait, selon ses propres critères personnels et politiques. Monsieur le Premier ministre l'appela d'une voix légèrement inquiète Alexis Kohler vers midi. Le président aimerait beaucoup discuter personnellement avec vous de vos choix ministériels avant leur officialisation. Dites respectueusement au président que mes choix gouvernementaux sont définitivement arrêtés et non négociables, répondit sèchement et sans lever les yeux de ses dossiers Lecornu. S'il a des objections particulières à formuler, qu'il les mette noir sur blanc par écrit, avec ses arguments détaillés. Cette réponse brutale et sans appel fit l'effet d'une véritable bombe diplomatique à l'Élysée. Jamais dans toute l'histoire de la Ve République, un Premier ministre fraîchement nommé n'avait osé défier aussi ouvertement et publiquement l'autorité présidentielle traditionnelle. Macron convoqua donc Lecornu d'urgence dans son bureau présidentiel dès l'après-midi même. « Sébastien, nous devons absolument parler sérieusement. Vous ne pouvez pas former votre gouvernement sans me consulter au préalable. C'est contraire à tous nos usages constitutionnels. » Lecornu, assis très calmement dans le fauteuil Louis X face au bureau présidentiel, croisa posément les jambes et fixa Macron droit dans les yeux. « Monsieur le Président, vous m'avez explicitement dit hier que j'avais carte blanche totale pour mes nominations. Il n'y a absolument aucun « mais » qui tienne Monsieur le Président. Soit vous me faites réellement confiance et vous respectez vos engagements, soit vous ne me faites pas confiance. Et dans ce cas, je démissionne séance tenante et je révèle immédiatement à toute la presse française les véritables raisons secrètes pour lesquelles vous m'avez vraiment renommé à ce poste. Le chantage politique était explicite, direct, imparable. Macron pâlit visiblement et sentit ses mains devenir moites. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Je veux dire très clairement que vous ne m'avez absolument pas nommé pour mes compétences gouvernementales reconnues. Monsieur le Président, vous m'avez nommé uniquement parce que vous pensez naïvement que je ne peux pas vous trahir une seconde fois, étant donné que je connais déjà tous vos secrets les plus compromettants. Mais vous vous trompez lourdement dans votre calcul politique.
Mes connaissances de vos secrets ne m'empêchent nullement de vous trahir à nouveau. Au contraire, elles me donnent le pouvoir absolu de le faire exactement quand je le souhaiterai de la manière que je choisirai. Le silence oppressant qui suivit cette déclaration était absolument assourdissant. On n'entendait que le tic-tac régulier de la pendule Empire posée sur la cheminée du bureau. Macron réalisait brutalement, avec une terreur grandissante, qu'il venait de commettre l'erreur stratégique la plus monumentale de sa vie politique. En renommant Lecornu pour tenter de le contrôler, il n'avait pas du tout récupéré un allié loyal et reconnaissant. Il venait d'armer méthodiquement son pire ennemi personnel et de lui donner tous les moyens institutionnels de le détruire. Qu'est-ce que vous voulez exactement de moi ? Demanda finalement Macron, la voix blanche et tremblante. Ce que je veux, c'est très simple, gouverner réellement la France. Vraiment gouverner, pas faire semblant. Vous resterez officiellement président de la République. Vous ferez consciencieusement vos voyages officiels, vos discours télévisés, vos cérémonies de commémoration. Mais toutes les vraies décisions politiques importantes, tous les arbitrages gouvernementaux majeurs, c'est moi et moi seul qui les prendrai désormais. Vous me proposez un véritable coup d'État constitutionnel. Je vous propose intelligemment un partage équitable du pouvoir républicain. Vous gardez généreusement tous les titres honorifiques et la reconnaissance médiatique internationale. Moi, je prends modestement la réalité concrète du pouvoir exécutif. Macron était complètement pris au piège, coincé entre le marteau et l'enclume. S'il refusait catégoriquement cette proposition, Lecornu démissionnait immédiatement et révélait publiquement tous ses secrets, provoquant un nouveau scandale national. S'il acceptait cette proposition inouïe, il devenait de facto un président fantoche, une simple façade démocratique. Et si je refuse votre proposition, Lecornu sortit calmement son téléphone portable crypté de sa poche et fit défiler l'écran jusqu'à un dossier audio spécifique qu'il montra à Macron. Voici l'enregistrement intégral de votre conversation téléphonique confidentielle avec le président chinois Xi Jinping du 15 septembre dernier. Celle où vous lui promettez explicitement des informations privilégiées sur les positions négociatrices françaises lors du prochain sommet. Souhaitez-vous que je la diffuse dès ce soir sur toutes les chaînes d'information ? Macron s'effondra littéralement dans son fauteuil présidentiel, le visage décomposé. Comment avez-vous réussi à obtenir cet enregistrement ? C'était une ligne sécurisée. J'ai mes sources très fiables, monsieur le président. 18 mois d'exil politique forcé, cela donne énormément de temps libre pour tisser méthodiquement des réseaux d'information dans tous les milieux. J'ai des alliés partout maintenant, dans les services secrets, dans l'administration, dans les médias, dans les entreprises. Vous m'avez sous-estimé. Qu'est-ce que vous exigez concrètement de moi ? Je veux que vous signiez dès aujourd'hui un décret présidentiel secret me donnant des pouvoirs gouvernementaux considérablement étendus sur toute la politique intérieure française et la politique économique nationale. Vous pourrez conserver formellement la défense nationale et les affaires étrangères, mais même dans ces domaines, vous devrez systématiquement me consulter avant toute décision importante. Et si je refuse, absolument. Alors, demain matin, à la première heure, toute la France découvrira médusée que son président de la République vend régulièrement des secrets d'État stratégiques à des puissances étrangères. Et cette fois, ce ne sera pas simplement une crise politique passagère, ce sera un procès retentissant pour haute trahison, avec une probable condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Macron n'avait objectivement plus aucun choix viable. Le soir même, dans le secret le plus absolu, il signait le décret présidentiel confidentiel qui transformait officieusement Lecornu en véritable dirigeant de facto de la République française. Mais ce décret secret n'était en réalité que le tout début du plan machiavélique de Lecornu. Une fois le pouvoir réel solidement entre ses mains expertes, il commença immédiatement à transformer systématiquement et méthodiquement tout l'État français selon sa vision politique personnelle. Première mesure radicale, il limogea immédiatement et sans préavis tous les conseillers personnels de Macron et les remplaça par ses propres hommes de confiance. Trié sur le volet, l'Élysée devint progressivement une coquille vide, impressionnante mais inoffensive, avec un président officiellement maintenu mais privé de tous ses principaux leviers de pouvoir réel.
Deuxième mesure stratégique, il centralisa autoritairement toutes les décisions gouvernementales importantes à Matignon. Tous les ministres, sans exception, ne rendaient désormais plus compte qu'à lui, personnellement, jamais au président de la République. Troisième mesure sécuritaire, il mit discrètement en place un système de surveillance électronique totale de Macron. Chaque conversation téléphonique, chaque rencontre privée, chaque déplacement présidentiel était désormais méthodiquement contrôlé et enregistré par les services secrets loyaux à Lecornu. « Comment se porte notre cher président ce matin ?» demandait régulièrement Lecornu à ses conseillers les plus proches lors des réunions matinales quotidiennes de Matignon. Il semble s'habituer progressivement à sa nouvelle situation politique. « Monsieur le Premier ministre » répondait Pierre Dubois avec un sourire complice et satisfait. Pendant ce temps, l'opinion publique française assistait quotidiennement à un spectacle politique de plus en plus étrange et inexplicable. Le président Macron semblait jour après jour de plus en plus effacé, absent, inexistant, tandis que le Premier ministre Lecornu prenait visiblement toutes les initiatives politiques importantes, toutes les décisions gouvernementales majeures. Les médias parlaient prudemment de cohabitation inhabituelle, mais c'était en réalité bien plus profond et plus grave que cela. Lecornu ne se contenta absolument pas de gouverner quotidiennement la France. Il la transforma radicalement et irréversiblement selon ses idées politiques personnelles les plus audacieuses. Réformes fiscales révolutionnaires, restructuration administrative complète, nouvelles alliances internationales inattendues. En quelques mois seulement, il avait réussi à mettre en œuvre plus de réformes structurelles importantes que Macron en 5 années complètes de mandat présidentiel. Et le plus ironique dans cette situation inouïe, c'est que ces réformes lecorniennes étaient massivement populaires auprès des Français. Les sondages de popularité de Lecornu grimpaient spectaculairement en flèche, semaine après semaine, tandis que ceux de Macron s'effondraient inexorablement dans les abysses de l'impopularité. Monsieur le Premier ministre demanda un jour un journaliste politique lors d'une conférence de presse à Matignon. « On a de plus en plus l'impression que c'est vous qui dirigez réellement la France plus que le président. Qu'en pensez-vous » ? « Je dirige la France en étroite collaboration avec Monsieur le Président de la République », répondit diplomatiquement Lecornu avec son sourire le plus innocent. « Nous formons une équipe gouvernementale parfaitement soudée et complémentaire. » Mais absolument tout le monde dans les milieux politiques parisiens savait que c'était un mensonge poli. Macron était bel et bien devenu un simple figurant décoratif dans son propre régime constitutionnel, un faire-valoir présidentiel. 6 mois après sa renomination providentielle, Lecornu avait réalisé l'exploit politique absolument impossible. Il dirigeait effectivement la France sans en être officiellement le chef d'État. Il avait subtilement transformé le régime présidentiel français en régime parlementaire de facto avec lui-même, comme véritable Premier ministre tout-puissant et leader incontesté. Macron, de son côté, assistait complètement impuissant à sa propre marginalisation politique progressive et inexorable. Prisonnier de ses secrets les plus compromettants, surveillé en permanence par les hommes de confiance de Lecornu, espionné jusque dans ses conversations privées, il n'était désormais plus qu'une façade démocratique de prestige pour dissimuler habilement le véritable pouvoir réel. Comment ai-je pu être aussi stupide et naïf, se demandait-il quotidiennement en regardant mélancoliquement les jardins de l'Élysée depuis son bureau présidentiel, progressivement déserté par tous ses conseillers historiques. Il avait cru pouvoir utiliser et manipuler Lecornu comme un simple instrument politique. C'était finalement Lecornu qui l'utilisait et le manipulait comme une marionnette. 1 an exactement après cette renomination fatale, la transformation politique était absolument complète et irréversible. La France était désormais dirigée de facto par un Premier ministre omnipotent et omniprésent et par un président fantoche et décoratif, et personne dans l'opinion publique ne pouvait légalement rien y faire car officiellement, constitutionnellement, tout était parfaitement légal et républicain. Lecornu avait magistralement réussi le coup d'État le plus subtil, le plus intelligent et le plus efficace de toute l'histoire politique moderne. Il avait pris totalement le pouvoir sans aucune violence, sans aucune révolution, sans aucun bruit médiatique,
juste en utilisant brillamment son intelligence, sa patience infinie et les faiblesses psychologiques de son adversaire. Emmanuel Macron. Il était toujours officiellement président de la République française. Juridiquement, constitutionnellement, mais dans la réalité politique concrète, il n'était absolument plus rien d'autre qu'un symbole vide. L'ancien président tout-puissant avait voulu contrôler totalement Lecornu. Il avait fini par être contrôlé intégralement par lui. La revanche personnelle de Sébastien Lecornu était non seulement totale, mais aussi parfaite, subtile et définitive. Et le plus beau dans cette histoire politique extraordinaire, Macron avait lui-même de ses propres mains signé le décret qui scellait sa propre perte de pouvoir. Il avait offert les clés du royaume à son pire ennemi en pensant l'amadouer. L'arroseur avait été arrosé, le manipulateur avait été manipulé, le maître était devenu l'esclave et Lecornu régnait désormais sans partage sur la France en toute légalité républicaine. Mais l'histoire de cette prise de pouvoir extraordinaire ne s'arrêtait pas. 3 mois après avoir établi sa domination totale sur Macron-Lecornu, décida d'aller encore plus loin dans son plan machiavélique. Il ne se contentait plus de contrôler le président. Il voulait maintenant éliminer tous ses potentiels rivaux politiques et s'assurer une hégémonie durable sur l'ensemble de la classe politique française. Le 15 janvier 2026, lors d'une réunion secrète dans son bureau de Matignon-le-Cornu, convoqua les dirigeants des principaux partis d'opposition, Marine Le Pen pour le Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise, Laurent Wauquiez pour les Républicains. Chacun d'eux avait reçu une invitation mystérieuse accompagnée d'une simple phrase « Nous avons des intérêts communs à discuter ». Mesdames et messieurs, commença Lecornu quand tous furent installés dans le salon bleu de Matignon. Je vous ai réunis car nous partageons tous quelque chose. Nous avons tous été trahis par Emmanuel Macron à un moment ou un autre de nos carrières. Marine Le Pen fronça les sourcils. Monsieur le Premier ministre, où voulez-vous en venir exactement? Je veux vous proposer un pacte, un accord qui nous permettrait à tous de gouverner la France selon nos convictions sans avoir à subir les caprices d'un président déconnecté. Mélenchon répliqua « Et comment comptez-vous vous y prendre ?» Macron est toujours président que je sache. Lecornu sourit de son sourire le plus énigmatique. Officiellement, oui. Officieusement, les choses ont beaucoup changé. Il sortit alors de son tiroir plusieurs dossiers épais qu'il posa sur la table. Voici les preuves de la corruption de Macron. Voici les enregistrements de ses conversations avec des dirigeants étrangers. Voici la documentation complète de ses trahisons. Les 3 dirigeants d'opposition regardèrent les documents avec des yeux écarquillés. Ils comprenaient soudain l'ampleur du pouvoir que Lecornu avait acquis. « Qu'attendez-vous de nous » demanda Wauquiez visiblement impressionné. « Votre silence et votre coopération. En échange, je vous promets une répartition équitable du pouvoir. Marine, vous aurez la politique d'immigration et de sécurité. Jean-Luc, vous aurez la politique sociale et économique. Laurent, vous aurez la politique européenne et internationale. Et vous, qu'est-ce que vous gardez » interrogea Le Pen. « Moi, je coordonne l'ensemble et je m'occupe de Macron. » Cette réunion secrète marqua le début d'une nouvelle ère politique en France. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, l'opposition acceptait de collaborer avec le pouvoir non pas par conviction, mais par opportunisme et par soif de revanche contre Macron. Dans les semaines qui suivirent, les Français assistèrent à un spectacle politique totalement inédit. Les critiques de l'opposition contre le gouvernement se firent de plus en plus molles. Les débats parlementaires perdaient de leur virulence. Une étrange sérénité politique s'installait, que les médias interprétaient comme une pacification du débat démocratique. En réalité, Lecornu était en train de construire méthodiquement un système politique entièrement nouveau où tous les partis traditionnels coopéraient sous son autorité suprême pendant que Macron n'était plus qu'une façade décorative. Mais le plus impressionnant, c'est que ce système fonctionnait remarquablement bien. Les réformes s'enchaînaient rapidement. La France se modernisait à un rythme accéléré et l'opinion publique était globalement satisfaite de cette efficacité gouvernementale retrouvée. « Comment fait-il ça ?» se demandait un journaliste du Figaro en observant cette transformation. « Comment Lecornu arrive-t-il à faire accepter à Marine Le Pen et à Mélenchon de travailler ensemble ?» Lecornu avait passé des mois à collecter des informations compromettantes
sur tous les dirigeants politiques français. Il savait que Le Pen avait des comptes cachés à l'étranger, que Mélenchon avait menti sur ses revenus, que Wauquiez avait bénéficié de marchés publics arrangés. Chacun était tenu par ses propres secrets. Au printemps 2026, 6 mois après la formation de cette alliance occulte, la France était devenue un pays totalement différent. Officiellement, c'était toujours une démocratie présidentielle classique. Officieusement, c'était une oligarchie dirigée par Lecornu, avec la complicité forcée de tous les partis politiques. Macron, de son côté, sombrait progressivement dans une dépression profonde, privé de tout pouvoir réel, surveillé en permanence, humilié quotidiennement. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses proches collaborateurs s'inquiétèrent de son état psychologique. Monsieur le Président lui disait parfois « Brigitte Macron, vous devriez peut-être envisager de démissionner. Cette situation vous détruit. » « Je ne peux pas, répondait faiblement Macron. Si je démissionne, Lecornu révélera tout. Ma réputation sera anéantie pour l'éternité, mais votre santé mentale, ma santé mentale, c'est le prix à payer pour mes erreurs passées. Cette conversation, comme toutes les autres, était enregistrée par les services de Lecornu. Le Premier ministre savait exactement dans quel état se trouvait Macron, et il en tirait une satisfaction profonde. Mais Lecornu avait encore une carte à jouer. En juin 2026, il décida de franchir l'étape ultime de son plan, éliminer définitivement Macron de l'équation politique, non pas par un scandale public, mais par une démission volontaire. Il organisa une mise en scène parfaite. D'abord, il fit fuiter dans la presse des rumeurs sur l'état de santé du président. Puis, il fit circuler des informations selon lesquelles Macron souhaitait se retirer de la vie politique pour raisons personnelles. Enfin, il convoqua Macron pour une dernière confrontation dans le bureau présidentiel. Monsieur le Président dit « Lecornu en s'installant confortablement dans le fauteuil, face au bureau. Je pense qu'il est temps pour vous de prendre une décision courageuse. » La voix éteinte. Macron demanda « Démissionnez pour le bien du pays, pour votre propre bien aussi. Et si je refuse, alors je révèle tous vos secrets. Mais cette fois, je le fais progressivement. » Jour après jour, pendant des mois. Votre agonie sera longue et douloureuse. Macron regardait par la fenêtre les jardins de l'Élysée qu'il allait bientôt quitter. Vous avez gagné, Sébastien. Vous avez complètement gagné. Je sais. La question est, voulez-vous partir dignement ou voulez-vous être traîné dans la boue? Que se passera-t-il si je démissionne? Vous pourrez garder votre honneur officiel. Je ne révélerai rien, vous pourrez même écrire vos mémoires en présentant votre version des faits. Et vous, que deviendrez-vous? Je deviendrai ce que j'ai toujours voulu être, le vrai dirigeant de la France. Le 30 juin 2026, Emmanuel Macron annonça sa démission pour raison de santé et pour permettre un renouvellement démocratique. Dans son discours d'adieu, il remerciait son fidèle Premier ministre Sébastien Lecornu et recommandait aux Français de lui faire confiance. Selon la Constitution, Lecornu assura l'intérim présidentiel en tant que Premier ministre, mais au lieu d'organiser rapidement de nouvelles élections présidentielles, il proposa une révision constitutionnelle pour adapter les institutions aux défis du temps. Cette révision approuvée par référendum grâce au soutien secret de tous les partis politiques qu'il contrôlait transformait la France en régime parlementaire. Le Premier ministre devenait le véritable chef du pouvoir exécutif, tandis que le président n'était plus qu'un chef d'État symbolique élu par le Parlement. En septembre 2026, Sébastien Lecornu était officiellement élu Premier ministre de la Nouvelle République française par une majorité écrasante de députés. Pour la première fois de sa vie, il détenait légalement le pouvoir qu'il exerçait déjà dans les faits. Lors de son discours d'investiture, il déclara solennellement « La France entre dans une nouvelle ère, une ère de stabilité, d'efficacité et de réconciliation nationale. » Dans l'assistance Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez applaudissaient chaleureusement. Ils étaient tous devenus des ministres influents du gouvernement de Lecornu. Leurs différences idéologiques s'étaient mystérieusement estompées face à l'efficacité du nouveau système. Emmanuel Macron lui regardait cette cérémonie à la télévision depuis sa résidence privée en Normandie. Il avait acheté cette maison avec l'argent de ses conférences à l'étranger, les seules activités qui lui restaient désormais. « Tu crois qu'il va réussir ?» demanda Brigitte Macron à son mari. « Il a déjà réussi », répondit amèrement l'ancien président.
Il a fait ce qu'aucun homme politique n'avait réussi avant lui: unifier toute la classe politique française sous son autorité. C'est un génie. Un génie du mal, mais un génie quand même. En effet, 2 ans après sa renomination par Macron, Sébastien Lecornu avait accompli l'impensable. Il dirigeait la France avec l'assentiment de tous les partis politiques, l'approbation de l'opinion publique et la légitimité des institutions qu'il avait lui-même réformées. Il avait transformé sa revanche personnelle contre Macron en révolution politique complète. Il avait changé le régime unifié, l'opposition, et établi son hégémonie pour des décennies. L'homme qui avait été trahi et humilié en 2024 était devenu en 2026 le maître incontesté de la France. Et tout avait commencé par une simple signature sur un décret de nomination qu'Emmanuel Macron avait cru pouvoir contrôler. L'histoire retiendrait que Macron avait commis l'erreur de sa vie en renommant Lecornu. Mais elle retiendrait aussi que Lecornu avait transformé cette erreur en chef-d'œuvre politique. La revanche était non seulement complète, elle était devenue éternelle. 1 an plus tard, en octobre 2027, lors d'une cérémonie officielle au château de Versailles, pour célébrer le premier anniversaire de la Nouvelle République, Sébastien Lecornu prononça un discours qui résumait parfaitement son parcours extraordinaire. Il y a 3 ans, déclara-t-il devant un parterre de dignitaires internationaux, « J'étais un homme trahi, humilié, écarté du pouvoir. Aujourd'hui, je dirige un pays unifié, modernisé, respecté dans le monde entier. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une vision, d'une détermination et surtout d'une patience infinie. » Dans l'assistance, les ambassadeurs étrangers prenaient des notes. Le modèle français de Lecornu intriguait tous les dirigeants européens. Comment un homme avait-il réussi à créer un consensus politique aussi large tout en maintenant une efficacité gouvernementale aussi remarquable? Mais le plus symbolique, c'est que Emmanuel Macron était présent dans l'assistance. Invité d'honneur malgré tout, il applaudissait poliment le discours de son ancien protégé devenu son maître. L'humiliation était totale mais publiquement invisible. En sortant de la cérémonie, Macron croisa Lecornu dans les jardins du château. « Félicitations, Sébastien, dit-il avec un sourire forcé. Vous avez réalisé ce dont je n'ai jamais été capable. »« Merci, monsieur l'ancien président, répondit Lecornu avec une courtoisie parfaite. Mais n'oubliez pas, sans vos erreurs, je n'aurais jamais appris à gouverner vraiment. » Cette phrase, prononcée avec une ironie subtile mais cruelle, était le point final de cette extraordinaire histoire de revanche politique. Lecornu remerciait Macron de l'avoir trahi car cette trahison avait fait de lui l'homme le plus puissant de France. L'élève avait définitivement dépassé le maître et le maître ne pouvait que s'incliner devant la perfection du plan de son ancien élève.